Mesdames, Messieurs, bonsoir. Un engagement palpable malgré la modicité des moyens. Des mots d'encouragement du ministre de la Sécurité à l'endroit des FDS. Après Bobo Dioulasso, le cap est mis sur les cascades. Nous voyons le développement en ouverture de journal. Comment s'organise la rupture du jeûne par ces temps de Covid? C'est dans les concessions que nous avons trouvé la réponse. Ce soir, et loin des cérémonies collectives, la famille Bourreau nous ouvre ses portes. L'étude du pied normal et pathologique, c'est ce qui s'appelle la podologie, métier peu connu, normal quand on sait qu'une seule personne l'exerce au Burkina. À la découverte ce soir de cette science au travers de laquelle des plaies chroniques sont traitées. Déconfinement progressif et de plus en plus souple aux États-Unis, mais la stratégie reste disparate. Les commerces reprennent vie dans le sud avec l'accueil de plusieurs touristes. En Californie, le nombre des cas infectés est reparti à la hausse cette semaine. Et ce sont là les titres de votre 20h. Une fois de plus, bonsoir et merci de nous suivre. Le point de la situation du Covid au Burkina à la date du 25 avril. 3 nouveaux cas confirmés pour 632 au total. 11 guérisons pour 453 et malheureusement un décès pour un total de 42. Et dans le cadre justement de la lutte contre la pandémie du coronavirus dans l'espace UEMOA, le président du FASO participe ce 27 avril à une session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Cette session extraordinaire qui se tiendra par visioconférence sous la présidence du président ivoirien Alassane Ouattara va se pencher sur la recherche de meilleures solutions pour endiguer la propagation du Covid dans l'espace et atténuer ses effets sur les économies des pays membres. L'objectif étant également l'harmonisation des mesures prises et la préservation des acquis de l'intégration sous-régionale. Le terrorisme, le grand banditisme et d'autres maux qui freinent le développement des pays de l'UEMOA sont également inscrits dans l'agenda de cette session extraordinaire. Et c'est un communiqué de la direction de la communication de la présidence du FASO. Après les hauts-bassins, c'est dans les cascades que le ministre de la Sécurité s'est rendu. Avec les FDS, il s'agissait pour Ousseini Compaoré d'inspecter les conditions de travail, prodiguer des encouragements au nom du gouvernement et recueillir les doléances des principaux concernés. Le témoignage sur le terrain ce 25 avril avec Lamine Karantao et Karim Sissé. Les FDS, les forces de défense et de sécurité burkinabais, sont sollicités sur plusieurs fronts depuis l'avènement des attaques terroristes et récemment avec l'apparition du Covid-19. C'est dire qu'elles sont nues au jour, au four et au moulin pour faire respecter les mesures comme le couvre-feu et la mise en quarantaine des villes. Un travail qui leur demande une débauche d'énergie. En tournée dans les cascades, le ministre de la Sécurité est venu saluer l'esprit de patriotisme des policiers et des gendarmes. Le message que je leur ai porté, c'est un message d'encouragement, de satisfaction pour le travail qu'ils font. Leur dire que leur patriotisme est ressenti au niveau des Burkinabés, au niveau du gouvernement. Au-delà de cela, je dois vous dire, et certains d'entre vous ont constaté avec moi sur le terrain, qu'ils font du bon travail. Et ce message d'encouragement, c'est un devoir pour moi en tant que ministre de la Sécurité de venir le leur dire de vive voix. Que ce soit à Banfoura, à Nyanglogo ou à Yendere, Ousseini Compaoré et sa délégation ont eu des échanges directs avec les éléments de la gendarmerie et de la police dans leurs différentes positions. Des échanges qui ont permis à ces derniers de servir une brochette de doléances à leur ministre de tutelle. Des doléances que leur hôte promet gérer au cas par cas. Les doléances sont justifiées. Et je n'ai pas trouvé, d'après ce que j'ai vu et pu observer, ils n'ont pas été au-delà du raisonnable. Vous avez vu avec moi, par exemple, le poste de police de l'autre côté n'est pas clôturé.
et il est bordé de chaque côté par une forêt. Ça, c'était juste un exemple parce que nous avons pu l'observer ensemble. Les autres demandes, je les trouve également raisonnables et nous allons porter cela au niveau de Ouagadougou pour voir dans quelle mesure certains peuvent être résolus et les autres nous ferons une planification pour voir dans quel délai ce serait satisfait. C'est donc un bilan globalement satisfaisant que le ministre de la Sécurité tire de cette sortie de terrain dans les cascades. Il invite les FDS à toujours garder le cap. Il les félicite et les encourage à toujours répondre au présent chaque fois que la nation a besoin d'elle, malgré la modicité des moyens. Mois du Ramadan, on parle ce soir du sucre qui connaît habituellement son pic de vente dans la période. Un produit de grande consommation sollicité par les jeûneurs. Force est pourtant de constater à ce troisième jour que la clientèle se fait toujours attendre. Et ce ne sont pas les raisons pour expliquer cet état de fait qui font défaut. Constat dans quelques rayons avec Bernard Koumbelem et Amandine Lalsaga. Depuis le matin, je n'ai pas vendu un paquet. Le constat est identique dans d'autres commerces de la ville de Ouagadougou où le sucre est vendu au compte-gouttes. Et pourtant, c'est la période de l'année où cet aliment de grande consommation connaît traditionnellement son pic de vente en raison de la survenue du Ramadan. Les autres années, on pouvait faire des dons, mais cette année, compte tenu de la situation, c'est un peu difficile. Voilà, donc c'est pour moi-même que je suis venu. Bon, peut-être après, si la situation s'améliore, voilà, on pourra songer à penser vraiment aux voisins. Entre baisse du pouvoir d'achat et apparition de l'infection à coronavirus, le sucre, aliment principal du mois de Ramadan, n'est pas prisé cette année. Les affaires ne sont pas bonnes chez les revendeurs. Bon, parce que cette année, à cause de la maladie, là, c'est pas comme l'année passée. Ça, sans vous mentir, voilà, les gens aussi ont peur de sortir, venir à l'alimentation pour que... Bon, on ne sait jamais, on ne sait pas qui est qui. Il y a une baisse parce qu'il y a certains même qui posent les questions si le fait de distribuer ne va pas contribuer à aggraver la propagation de la maladie. Donc ça fait que certains n'ont pas fait leur commande. Comme c'est le temps de confinement, ça fait que les gens ont peur aussi de rentrer ensemble à l'alimentation. Donc, il y a d'autres même qui préfèrent même de ne pas rentrer et puis avoir des gens là-bas. Donc ça fait que le marché est mou. Au niveau de la fermeture du marché, c'est même qui venait payer petit là. Et même il n'arrive plus à avoir. Donc il faut calculer maintenant ta vie pour pouvoir vivre. Au lieu de vivre comme avant, que tu gagnes un peu pour compléter. Les magasins sont pourtant remplis de sucre. Pour répondre à la forte demande périodique de cet aliment, beaucoup de commerçants ont fait des stocks. Oui, on a commandé même ce matin. Ils ont amené d'abord une tonne seulement, puis après ça va venir. Je ne sais pas encore arrivé. Nous on a fait des stocks en tout cas. On entend le marché, mais pour le moment c'est mou. De nombreux commerçants se sont certes préparés en faisant des stocks suffisants, mais c'était sans compter avec le Covid-19 qui, décidément, impacte les secteurs économiques et sociaux de la vie. Également très prisé par ces temps de jeûne, les dates, plusieurs valeurs nutritives, valeurs actives et surtout leurs symboliques pour la religion musulmane. La consommation serait, selon les guides religieux, une recommandation du prophète, d'où l'engouement des consommateurs et du même coup, l'inflation des prix au grand bonheur des commerçants. Les détails dans ce dossier signé Adama Giti et Issia Kanana. S'il y a un fruit qui accote chez les fidèles musulmans en cette période de jeûne, c'est bien les dattes. D'origine arabe, ce fruit est prisé pour la symbolique qu'il représente dans la religion musulmane et surtout pour les jeûneurs. Les dattes faisaient partie des aliments les plus privilégiés des Arabes, bien avant l'avènement de l'islam. Et lorsque le prophète Mohammed est venu, alors lui aussi il aimait consommer les dattes. Et quand Allah a institué le jeûne, il a recommandé à ses sahaba de rompre avec les dates du mois. Donc c'est une tradition du prophète Mohammed, mais ce n'est pas une obligation. Peut-être que si c'était des carités ou des raisins qui étaient
plus prisé là-bas, ça allait être sa recommandation. La consommation des dates ne serait donc pas une obligation, selon l'imam Lassane Sakandé, mais plutôt une recommandation du prophète de l'islam. Peut-être qu'il y en a qui pensent que c'est une obligation. Il y en a qui pensent aussi que alors ça a plus de mérite, puisque le hadith qui en parle dit de rompre avec la date, à défaut de rompre avec de l'eau fraîche. Donc on peut comprendre de cela que la rupture avec les dates là a plus de mérite qu'avec l'eau ou avec un autre aliment. Au-delà de son caractère religieux, la consommation de ce fruit sec d'origine arabe procure des calories à l'organisme selon l'imam Sakandé. Un aliment à consommer surtout avec modération. Les dates sont assez riches en nutriments, en calories, donc ça permet de fortifier l'organisme qui est affaibli à cause du jeûne. Comme vous le savez, les dates là sont trop sucrées et l'abus en sucre aussi peut amener des conséquences sanitaires et qu'on ne le souhaite pas. Donc il faut consommer de façon responsable, de façon rationnelle. Alors le prophète a recommandé que ce soit en nombre impair, soit une date 3, 5, etc. Donc si on peut se limiter à 3, je pense que c'est bien. La consommation des dates constitue donc une pérennisation de la tradition du prophète Mahomet. Une tradition qui fait l'affaire de ses commerçants, car le fruit est devenu source de revenus non négligeables en ce mois de Ramadan. Des dates, du sucre pour les jus et nous voici dans le confort de la famille Boro. La rupture du jeûne s'y fait en partage mais dans un cercle plus restreint et purement familial. Un choix dicté par la nécessité de respecter les mesures sanitaires par ces temps de Covid. Nongbakuda et Isia Kanana. Famille Boro au quartier Kamsonguin de Ouagadougou. Nous sommes à quelques minutes de la rupture du jeûne. Les uns font déjà leurs ablutions pendant que les autres préparent la table. Au menu de ce soir, des beignets, des fruits, du jus de bissap et de gingembre et quelques fritures. 18h25, c'est l'heure de la rupture. D'abord, Boubacar Boro fait quelques invocations afin de remercier Allah pour cette nouvelle journée de carême qui s'achève. Le carême, là, ça se passe comme d'ordinaire. Comme d'ordinaire, partout dans toutes les autres familles. On se rassemble dans la famille et puis, bon, tout ce que... Il y a des fritures, il y a des fruits et puis, bon, on fait le carême comme dans toutes les autres familles. On peut enfin boire quelques gorgées d'eau et la prière de Maghrib peut maintenant commencer. 3 rakats dirigés par Boubacar Boro. Puis, l'on peut passer à table pour récupérer quelques calories perdues tout au long de la journée. Plus qu'un acte religieux, la rupture du jeûne en famille est une tradition qui se perpétue d'année en année chez les Boro. Vous savez que bon, la religion musulmane, là, il faut quand même, avec l'éducation des enfants, il faut être un peu très proche des enfants pour les expliquer certains paramètres du mois de carême. Voilà, les expliquer en même temps, parce que c'est une situation des fonctionnaires. Donc on n'a pas tellement de temps comme ça pour rester avec les enfants. Ben, c'est l'occasion pour rester en famille, puis couper le carême avec les enfants, les expliquer aussi certains éléments de la religion musulmane. C'est un plaisir pour moi quand même de m'entourer avec mes enfants, mes petits-enfants, pour commencer le carême, parce que ça n'arrive pas souvent. Cette année, le mois du jeûne musulman intervient dans un contexte particulier dû à la maladie du coronavirus. Une situation qui a entraîné la fermeture des mosquées et l'interdiction des rassemblements. Et pour la famille, ce n'est pas du tout facile. Elle, qui d'habitude se rendait à la mosquée pour prier en groupe et écouter les prêches. On a la nostalgie de la mosquée, parce qu'au niveau de la mosquée, là, on rencontre tout le monde, on voit, donc chacun explique comment ça se passe, moi, vous vous encouragez, quoi. Voilà. Et puis s'il y a des questions aussi à poser, ceux qui connaissent, bon, c'est ça aussi l'importance de la mosquée. Compte tenu donc de la situation sanitaire, on est obligé de s'adapter, quoi. Voilà. Bon, c'est difficile pour certaines personnes, ceux qui ne maîtrisent pas tellement la religion, là, c'est un peu compliqué. Mais je pense que c'est l'occasion aussi de relancer, d'interpeller tout un chacun, de faire tout quand même pour quand même avoir une certaine notion de la religion musulmane, pour pouvoir la pratiquer en famille, quoi. Le souhait de la famille Boro est donc de voir la fin rapide de la pandémie du coronavirus au Burkina Faso afin qu'elle reprenne la vie en communauté.
Il est à présent question de cette difficulté vécue par les sites miniers au Burkina. Touchés par la pandémie, 26 cas y ont été répertoriés. 6 sites sont touchés, mais à cette date, 20 personnes ont déjà recouvré la santé, ce qui n'a pas suffi à rassurer les travailleurs et investisseurs, et ce d'autant plus que les sites sont en quarantaine. L'activité minière s'en trouve affectée au moment où le cours de l'or connaît une embellie au plan international avec une hausse de 30%. Détail avec Nongbakouda et Dramana Aguéné. L'or, ce minerai qui tient tête au redoutable Covid-19, c'est l'un des rares secteurs qui fait ses beaux jours en pleine crise sanitaire. À l'international, le cours de l'or connaît une hausse de 30%. L'once est actuellement vendue à plus de $1,700. Lorsque les gens sont inquiets par rapport à la situation économique, ils investissent leurs avoirs dans de l'or. Parce que le cours peut être intéressant plutôt, ça les rassure. Donc c'est une valeur refuge. Et comme ça va jouer sur la loi de l'offre et de la demande, c'est ce qui explique que le cours est aujourd'hui connaît une embellie et est aujourd'hui à plus de $1,700 l'once. Le grand défi, c'est comment accéder au marché international au moment où tout est fermé. L'or produit au Burkina doit être parfait avant la commercialisation, alors que le circuit transport et raffinerie est sous le contrôle du Covid-19. L'or qui est produit ici, comme vous le savez, c'est du doré. Il est appelé à être raffiné ailleurs. Donc il est exporté dans des raffineries, raffiné avant d'être mis sur le marché commercial. Aujourd'hui, cet or qui était exporté voyageait dans des lignes régulières. Mais aujourd'hui, les compagnies minières sont obligées d'affréter des avions pour transporter cet or. Et c'est des coûts additionnels qu'il faut supporter. Sur les sites miniers, c'est la croix et la bannière pour le personnel. Comme dans une prison à ciel ouvert, les travailleurs sont bloqués sur les sites à travailler la peur au ventre et sans férié. Sur les 11 mines industrielles en activité au Burkina, 6 ont enregistré 26 cas du Covid-19. Le confinement est décrété. Le cycle de travail qui était de 5 jours, 2 jours de repos, 7 jours de travail, 7 jours de repos, 14 jours pour les unes, 14 jours de travail pour les autres, aujourd'hui, s'est allongé jusqu'à 28 jours parfois. Et ce sont donc des travailleurs qui restent longtemps sur le site et qui sont donc stressés parce qu'ils avaient l'habitude de voir régulièrement leur famille, ce n'est plus le cas. Ils travaillent beaucoup plus longtemps, donc ça peut générer de la fatigue et l'on sait que la fatigue peut être source d'accidents. Donc aujourd'hui, ce que nous souhaitons, c'est de faciliter la rotation pour permettre la relève de ces travailleurs-là afin que la productivité soit maintenue. L'autre partie du personnel est bloquée à la maison depuis l'annonce des premiers cas. Alors les mines, le secteur par excellence des affaires, se mue en bon samaritain pour faire du social. On continue à payer des heures non travaillées. Et dans le plan de riposte, elle également confirme les travailleurs qui doivent aller sur le site pendant au moins 14 jours. Et pendant ces 14 jours, les travailleurs sont visités par des médecins. Le volet du secteur minier qui a mis la clé sous le paillasson, c'est bien l'exploration. Le Covid-19 a renvoyé tous les experts. Les fouilles sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. L'exploration, c'est l'avenir du secteur minier. C'est en découvrant de nouveaux gisements que l'on peut espérer avoir des mines dans 5-10 ans. Et aujourd'hui, l'exploration qui était déjà ralentie par le terrorisme est aujourd'hui totalement à l'arrêt. L'exploitation, elle, se poursuit tant bien que mal avec du Covid dans l'aile. Les miniers, eux, demandent un desserrement du confinement et de la quarantaine afin de profiter au maximum de la grande générosité du marché de l'or. Un autre domaine également affecté par le Covid, c'est bien le sport. Plusieurs compétitions reportées ou annulées au plan national et international. Si cela paraît logique au regard des interdictions de rassemblement pour éviter la propagation, l'on se demande ce qu'il convient de faire en individuel. Eh bien, la réponse est contenue dans ce dossier de Abdoulaye Kaboré. Mohamed Abdallah Kaboré, étudiant, a pour passion le basketball. À ses heures perdues, il rejoint ses amis pour s'entraîner. Ce contexte du coronavirus n'ébranle en rien l'envie de se divertir. Ces jeunes se disent néanmoins conscients du mal qu'est le Covid-19. Moi j'ai peur du coronavirus
Mais quand je finis de faire le sport, je rentre directement dans les toilettes, me doucher avant de rentrer au salon. Dans la douche, il y a des gels de toilette et consorts. Je me désinfecte bien avant de rentrer au salon, continuer ma soirée. Certains, malgré le risque de contracter la maladie, se préparent néanmoins pour mieux aborder les tests, examens et concours. Ici, l'écart d'1 mètre entre deux personnes semble être respecté. Les adeptes de la pétanque se font plaisir. Ils jouent comme d'habitude. Les mains nues sont constamment en contact avec les boules. Pour ces boulistes, le Covid-19 a modifié leur comportement, notamment ne pas se serrer la main après un carreau, comme dans ce cas. Avant, quand quelqu'un faisait un beau carreau, tout le monde court, on peut même soulever l'intéressé. Mais maintenant, ce n'est plus le cas, bien sûr, avec la maladie. Tout le monde applaudit ou se met à rire seulement, mais on ne se tapote plus. Le jeu de dames est l'un des loisirs où l'usage des mains est quasi permanent. Chez ces joueurs, l'on se désinfecte les mains avec une solution hydroalcoolique avant toute partie. Là encore, le masque fait défaut. Quelques amoureux du ballon rond, eux également, se retrouvent sur ce terrain pour des séances d'entraînement sans le moindre respect des règles de prévention contre le Covid-19. Si certains s'adonnent à la pratique des sports collectifs, d'autres ont tout simplement suspendu leurs activités pour éviter les risques de contamination. Chacun de nous est au courant de ça. Ça fait qu'il y a des gens qui ne viennent plus à cause de ça. Et surtout les instructions du gouvernement. Parce que le gouvernement a décrété d'arrêter tout ce qui est comme le sport. Au dire des spécialistes de la santé, le sport est important, en ce sens qu'il fortifie le système immunitaire. Qu'en est-il donc dans cette situation de la pandémie du coronavirus? D'ailleurs, l'OMS recommande d'avoir une activité physique régulière, car cela permet de renforcer les performances du cœur et des poumons, et aussi lutter contre certaines maladies comme l'hypertension artérielle, le diabète et la dépression. Ah non, mais justement, il faut être immunisé contre la maladie. Donc, depuis qu'on est confiné, on sort avec des collègues très souvent pour faire du sport. Ici à Martyr, on fait le tour de Martyr 1 heure tous les 2-3 jours. En plus, je nage 3-4 fois par semaine 1 heure. Et donc, je me sens beaucoup mieux qu'avant d'ailleurs. Des athlètes de haut niveau embouchent la même trompette. C'est une maladie réelle et de ne pas la négliger. C'est-à-dire qu'on doit respecter les consignes de sécurité. Nous sommes ici en Afrique et on attend beaucoup de choses. Voilà, il y a des gens qui disent non, on est ici, il y a le soleil, la maladie ne peut pas arriver ici, nous sommes africains. Moi, je pense que ce sont des histoires. Voilà, moi, je pense qu'on a envie de travailler parce qu'aujourd'hui, le monde est arrêté. Le Burkina Faso aussi est arrêté, ça n'avance pas. Donc, je pense qu'on veut travailler et faire bouger le pays. Au regard des risques encourus, il est souhaitable que ces sportifs respectent les recommandations faites par les techniciens de la santé, car l'on pratique du sport pour consolider sa santé et non pour contracter des maladies, notamment le coronavirus, tant craint. 21 000 masques pour le ministère en charge de l'éducation. Et là, nous parlons effort commun dans la lutte contre le Covid. Le geste d'une association d'investisseurs burkinabés. La remise intervenue ce 24 avril avec Salifou Belem et Sébastien Zongo. Le ministre en charge de l'éducation reçoit un échantillon des 21 000 masques de protection offerts à son département. C'est un accompagnement de l'association ISAF Investisseurs sans frontières au plan de riposte du gouvernement pour la continuité de l'éducation dans la lutte contre la propagation de la pandémie du coronavirus. Un plan qui prévoit la réouverture progressive des établissements scolaires dans le respect des mesures barrières. Dans le cadre de ce plan de riposte, le gouvernement s'est engagé à mettre à disposition de ses élèves, et des enseignants et du personnel, donc des établissements scolaires, du public comme du privé, 2 masques lavables et réutilisables. Le travail de confection de ces masques a débuté et c'est un ensemble de 12 millions de masques prévus pour que cela puisse se faire. Estimé à environ 5 500 000 francs CFA, ce lot de masques de protection est la première contribution à ce plan de riposte dans l'éducation. C'est un geste en tout cas symbolique. Nous pensons en tout cas que ça fera l'effet d'une boule de neige et que
toutes les bonnes volontés, les opérateurs économiques, tous ceux qui veulent en tout cas aider le ministère à ouvrir les salles de classe pourront faire des gestes aussi. Le ministre en charge de l'éducation invite l'ensemble des populations burkinabè à soutenir ce plan de riposte pour sauver l'année scolaire. Des consommables médicaux et pour l'hygiène estimés à une vingtaine de tonnes pour 8 millions de nos francs. La contribution de la Fondation Semafo est remise à la Direction régionale de la santé de la boucle du Mouhoun, zone d'intervention de la société. Du matériel accompagné d'un chèque de 5 millions de nos francs. Issa Kafando et Maxime Zongo. La Fondation Semafo, une ONG qui met en œuvre les actions de responsabilité sociétale d'entreprise du groupe Semafo, ne manque pas, selon ses premiers responsables, d'être aux côtés des populations lors des situations d'urgence. Et c'est dans cet élan de solidarité qu'elle vient de se manifester une fois de plus à travers ce don anti-Covid-19. Face donc à cette pandémie mondiale, nous ne pouvions pas rester indifférents et nous avons bien voulu donc apporter ce soutien pour faciliter le travail au niveau donc des CSPS. Le don est composé de consommables médicaux et d'hygiène, du matériel de sensibilisation. Ce lot est destiné à 28 centres de santé de la boucle du Moun et de la région de l'Est, zone d'intervention de la Fondation. À cela, il faut ajouter une vingtaine de tonnes de vivres, le tout estimé à 28 millions de francs CFA. Ce n'est pas la première fois que la Fondation Semafo appuie nos communes. Et comme vous le savez, avec le virus qui traumatise l'humanité, la Semafo a trouvé nécessaire d'appuyer les communes dans lesquelles où la Semafo intervient. L'action, c'est une action formidable. Que nous aimons beaucoup. Au-delà des dons en nature faits par la Fondation Semafo, la société Semafo elle-même a tenu à accompagner la direction de la santé de la boucle du Moun avec un chèque de 5 millions de francs CFA. C'est une contribution qui peut paraître modeste, mais par-delà les chiffres, c'est le symbole, l'engagement dans cet élan de solidarité qui, de notre point de vue, est très important. Ces dons seront acheminés par la Fondation Semafo, précise ses premiers responsables, dès la semaine prochaine jusqu'aux mairies des 6 communes concernées. La société minière Rox Gold également vient en soutien aux services techniques et administratifs ainsi qu'au centre de santé de la province des Balais. 3 millions de francs et du matériel estimé à plus de 5 millions. La remise avec Edouard Ouedraogo et Karim Ouedraogo. La société minière Rox Gold ne veut pas rester en marge dans la lutte contre le Covid-19. Par la remise de ce matériel, elle vole au secours de la cellule provinciale de riposte. Nous sommes une compagnie citoyenne et vous savez que nous sommes dans la région de la boucle du Mouhoun. Et comme nous disons, nous avons essayé d'apporter notre appui à tous nos partenaires de cette région. C'est ainsi que nous allons accompagner tout un chacun à ce que, comme vous le savez, la lutte contre le Covid est aussi individuelle. Et comme vous savez, nos services techniques, certains de nos démembrements n'ont pas tous les moyens nécessaires afin de lutter efficacement contre cette maladie. Donc Rosgol s'engagera au niveau de l'administration, Rosgol s'engagera au niveau des jeunes, Rosgol s'engagera au niveau des associations, en fait qu'ensemble, nous puissions quand même booster la maladie hors de la commune, hors de la province, hors de la région, et comme le président le disait, hors du Burkina Faso. Des kits de lave-mains, des gants, des gels hydroalcooliques et des thermomètres frontaux sont entre autres matériels destinés aux services techniques et au centre de santé de la province des Balais. Et ce don va nous permettre de combler les besoins que nous avions au niveau de certains CSPS et pour pouvoir protéger les agents de santé et aussi les patients qui viendront pour se consulter. Voilà qu'actuellement, la situation de la Covid dans la province de Balais, en tout cas, a une meilleure amélioration par rapport au mois passé. Mais comme j'ai dit, il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers. Voilà. Nous engrangeons les victoires, certes, mais la lutte n'est pas encore finie. À la date du 23 avril, la province des Balais enregistre 10 cas confirmés du Covid-19, dont 9 guérisons et 1 en confinement.
200 poches de sang pour aider les personnes dans le besoin et résorber un tant soit peu le manque causé par l'absence des donneurs et la pandémie du Covid. L'estimation de l'AEMB, partenaire du Centre de transfusion sanguine, est traduite en opération débutée ce 22 avril. Daouda Ouattara et Issia Kanana. Des militants de l'Association des élèves et étudiants musulmans du Burkina, AEMB, mobilisés pour donner leur sang. Ils sont ici au Centre national de transfusion sanguine CNTS afin d'y faire œuvre utile, donner un peu de leur liquide précieux au moment où le besoin de sang est de plus en plus croissant. Suite à l'invitation, en tout cas du Centre national de transfusion sanguine, qui traverse actuellement, en tout cas, une pénurie de poches de sang, l'AEMB est là ce matin pour répondre à cet appel-là, afin que chacun de nous puisse contribuer à sauver des vies dans cette situation marquée par la pandémie du coronavirus. Une initiative salutaire selon les responsables du CNTS qui invite du même coup tous les Burkinabés à emboîter les pas de l'AEMB. Toutes les mesures prises par le gouvernement pour empêcher la propagation du Covid-19 dans notre pays, ça fait qu'il n'y a plus assez de donneurs dans nos locaux. Et du coup, nous disons vraiment merci à l'AEMB parce que l'AEMB c'est un partenaire toujours du CNTS, il nous a toujours accompagnés. Nous invitons vraiment toutes les couches qui peuvent se mobiliser pour pouvoir donner le sang sur nos sites fixes. Plus de 200 poches de sang sont attendues pour cette opération. Une collecte qui, selon Abdul Karim Niessi, concerne toutes les sections de l'AEMB sur l'étendue du territoire burkinabé. Dans un autre registre, nous faisons un zoom ce soir sur un métier peu connu qui fait pourtant des merveilles. On l'appelle la podologie et elle est l'étude du pied normal et pathologique. Le Burkina Faso ne compte qu'une seule podologue à rentrer après 27 années passées en Allemagne. Safiata Ouedraogo nous accueille dans son centre de soins où elle réussit la prouesse de guérir des plaies chroniques. Immersion avec Amandine Lalsaga. Elle est la seule pédicure podologue à Ouagadougou. Safiata Ouedraogo passe son quotidien ici, dans ce centre de soins de podologie. Là, elle diagnostique et soigne les affections des pieds. J'ai eu un patient qui a sa plaie depuis 35 ans. Il reste un petit point seulement et je suis en train de faire l'entretien de la peau. Et il y a une dame aussi qui avait sa plaie depuis 27 ans. Chez elle, par la grâce de Dieu, en 6 semaines, j'ai pu guérir la plaie. Je collabore avec certains médecins qui m'envoient des patients, puisque ce n'est pas beaucoup qui savent que je suis là. Ces patients sont des diabétiques ou des personnes souffrant d'une insuffisance veineuse qui ont la plupart du temps des plaies chroniques. Dame Ouedraogo s'est spécialisée dans le traitement des plaies chroniques en 2016 en Allemagne. Elle fait des prouesses. C'est un petit bouton seulement qui a mené le plaie là. Et puis ça continue. J'ai fait tous les hôpitaux. Je parle ici, je parle ici. 3 ans, jusqu'à 3 ans et demi même. C'est le mois de décembre que madame a pu guérir le pied là. Quand elle a commencé à mettre les produits là, 2 mois là c'est fini, le plaie là est guéri. Je n'avais même pas envisagé même de perdre le pied parce que je n'avais même pas pensé que c'était un pied diabétique. C'est vrai que quand je rencontre un grand frère, il me dit « Ah non, ça là c'est quelque chose qu'on a dû faire, que tu as dû marcher sur la chose. » Heureusement que cette option n'a pas prospéré. Sinon vous restez dans l'esprit que c'est quelqu'un qui vous a fait quelque chose, alors qu'en fait c'est faux, c'est une plaie normale comme toutes les autres, avec seulement cette différence que c'est une plaie diabétique qui peut conduire assez loin. Voilà, donc quand je l'ai vue, elle devait même retourner en Allemagne. Et là, toutes mes prières le matin, c'était la guérison, mais aussi qu'elle ne puisse pas repartir. Voilà, je crois qu'on est restés ensemble jusqu'à la fin. Et l'histoire qui m'a fait mal, c'est que, enfin pas mal, qui m'a un peu marqué, c'est que j'allais chez elle à la maison, puis j'allais avec mes béquilles, avec des amis qui m'accompagnaient. Le jour où je suis arrivé sans béquilles, il y a une jeune fille de leur cours qui a pleuré, parce qu'elle m'a vu sans béquilles. Et moi-même, par moment, j'ai des images quand vous les regardez, c'est pour moi. Mais après, on se dit, pas de problème. Le jour que je venais ici, si j'avais fait plus de 20 jours, on allait couper mon pied. Parce qu'il était question même pour amputer le monsieur. Pour prévenir toutes ces complications, Safiata Ouedraogo conseille les soins de pédicure à tous ses patients.
Les patients, au lieu de vite, même venir d'abord faire les soins préventifs, d'abord, chaque 4 semaines, s'il y a un problème qui commence, par exemple chez les diabétiques, s'il y a un problème qui commence, pendant mes soins, moi je peux voir et on commence rapidement les soins. Ou bien, si la plaie commence, au lieu de rester à la maison, soit même faire l'automédication, je ne sais pas, mettre des poudres, et laisser infecter la plaie avant de venir me voir, souvent ce n'est pas facile. Ici, une séance de pédicure-podologie. La première étape consiste à l'analyse des pieds pour vérifier les macérations. Puis, l'étape du bain qui dure 10 à 15 minutes. Ensuite, vient celle de la coupe des ongles. L'étape la plus importante, c'est celle qui est combinée au fraisage et au massage. Elle permet d'éliminer l'hyperkératose des pieds sans agresser la peau, tout en facilitant la circulation sanguine. Parce que c'est le problème de circulation là qui me fait que j'ai eu la plaie là. Donc si j'ai fait ça là, vraiment je me sens mieux. Ouais. Pendant combien de temps? Je me sens mieux pendant toute une semaine. Si je vois mes pieds là comme ça, je suis très contente. La pédicure podologie, c'est pas seulement les diabétiques, même les sportifs, les personnes âgées, ou bien même souvent, nous les femmes qui aimons porter les chaussures serrées devant, qui causent du mal à nos pieds. Et après, on a des problèmes, je sais comment on appelle les corps, les callosités, tout ça, qui ont mal, qui ne peuvent pas bien marcher. Ou bien, je ne sais pas, les vieilles femmes, même les enfants. De retour au pays, après 27 ans passés en Allemagne, Safiata Ouedraogo décide depuis juillet 2019 de s'installer au Burkina. Objectif, apporter sa contribution dans ce secteur de soins encore peu connu. Actualité hors de chez nous, l'Europe se déconfine dès le mois de mai. Plusieurs pays comme la France, la Belgique adhèrent au principe. La date du 11 mai est annoncée. En Allemagne, l'on pourrait même assister à la reprise des matchs de la Ligue. Si le 11 mai en France, la plupart des commerces devraient pouvoir rouvrir, les restaurants et cafés resteront fermés, aucune date n'ayant été fixée. Ce vendredi, le ministre de l'économie a annoncé une série de mesures d'aide, comme l'annulation des charges et l'élargissement du fonds de solidarité pour un secteur qui emploie près d'1 million de salariés. D'ouvrir dans les meilleures conditions sanitaires possibles pour rassurer les clients et rassurer leurs salariés, un guide de bonne pratique, validé et avec une force juridique, une clause de revoyure et ensuite une décision finale vers la fin du mois de mai pour avoir une date précise de réouverture des hôtels, des cafés, restaurants et bars. En Belgique, le gouvernement a donné des précisions sur le déconfinement qui vient. Dès le 11 mai, l'ensemble des commerces pourront rouvrir à l'exception des professions dites de contact. Le 18 mai, les écoles suivront très progressivement. Depuis le début de l'épidémie, 6600 personnes sont mortes du coronavirus en Belgique. Mi-mars, Prague avait fermé ses frontières. Un mois et demi plus tard, ces restrictions devraient être levées en partie. D'après le ministre de l'Intérieur, il sera désormais possible dès lundi de se rendre dans le pays pour un séjour d'affaires qui ne pourra tout de même pas excéder plus de 3 jours. En Hongrie, on en sait également davantage sur le déroulement des semaines à venir. Le Premier ministre Viktor Orban a dit vouloir mettre fin au confinement. Les personnes âgées ou celles avec des pathologies sévères seront tout de même appelées à rester chez elles. Une reprise dès le 8 mai, c'est ce que souhaite la Ligue allemande de football, avec certainement des matchs à huis clos et même peut-être des joueurs équipés de masques sur le terrain. C'est en tout cas ce que préconise le ministère du Travail selon la presse allemande. Dans le pays, depuis le début de l'épidémie, plus de 155 000 personnes ont été infectées par le coronavirus. Un déconfinement souhaité aux États-Unis, mais avec un scénario moins harmonisé. Dans le sud, particulièrement, l'activité commerciale reprend et les plages se préparent à accueillir du monde avec les hausses de température. Pas loin de 30 degrés et pas un nuage à l'horizon. Les plages de Géorgie aux États-Unis ont attiré des milliers d'Américains ce samedi. Depuis 2 jours, les règles de confinement de cet État du Sud ont été assouplies. De nombreux commerces non essentiels ont rouvert. Résultat, ce week-end devrait être le plus fréquenté pour les stations balnéaires de la côte géorgienne. Dans le Dakota du Sud, le mont Rushmore est lui presque désert. Seuls quelques touristes venus des États voisins profitent d'un site habituellement bondé.
Bondées comme les plages de Californie ce week-end, où des milliers d'Américains ont profité du beau temps, alors que le nombre de personnes infectées est reparti à la hausse cette semaine. Donald Trump pourrait lui mettre un terme à ces très longues conférences de presse quotidiennes depuis la Maison-Blanche. Dans un tweet, il a expliqué que cela ne méritait pas qu'il y consacre autant de temps. Une déclaration qui survient après qu'il a suscité un tollé en laissant entendre que des injections de désinfectants pourraient aider à se protéger du virus. À New York, ce samedi, 437 personnes ont encore perdu la vie à cause du coronavirus. Depuis 5 jours, le nombre de décès reste tout de même sous la barre des 500. L'État de New York est de loin le plus touché des États-Unis avec plus de 16 000 morts liés au Covid-19, soit presque un tiers de l'ensemble des décès au niveau national. Et c'est ce qui referme notre édition de ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. Prenez soin de vous et excellente reprise à tous.